Alors, bienvenue à cette deuxième chronique sur Affinity Photo. Dans cette chronique, on va aller voir le module de développement pour des fichiers RAW. Alors, pour travailler cette chronique, je vous invite à télécharger le fichier qui apparaît à l'écran. Donc, c'est un fichier c'est un fichier compressé dans lequel il y a la photo en format RAW de type DNG. Alors, mettez sur pause la vidéo et dès que vous aurez téléchargé, décompressé et installé le fichier sur votre ordinateur, vous pourrez repartir cette chronique. Alors, je suppose que votre fichier est installé, vous l'avez donc sur votre ordinateur et on va immédiatement ouvrir cette photo avec le menu Fichier, Ouvrir. Je sélectionne la photo que vous avez téléchargée. Alors, c'est chronique numéro 2.dng, qui est une photo qui a été prise à Cuba. On fait Ouvrir et Affinity nous présente la photo ici même. Et on voit que c'est une image de type RAW avec les paramètres, avec quel appareil photo ça a été pris, etc., etc. Le module de développement ou la personnalité de développement qui s'appelle ici Develop Persona est automatiquement ouverte lorsqu'on ouvre un fichier RAW. Vous avez le bouton Développer, ça veut dire que vous pressez sur ce bouton-là lorsque vous avez terminé d'effectuer tous vos correctifs sur la photo et ça va développer finalement la photo. Et vous avez une autre option, évidemment, annuler l'ensemble des opérations que vous avez faites. N'oubliez pas par contre que si vous avez fait des correctifs, bien, vous allez les perdre. Affinity fonctionne avec une barre d'outils ici à gauche, des outils que vous pouvez utiliser lorsque vous faites le développement. On va retrouver la main qui nous permet de déplacer dans la photo. L'outil Loop ou Zoom qui nous permet d'agrandir si je clique et je glisse ma souris vers la droite ou si toujours en cliquant et je glisse ma souris vers la gauche, ça agrandit ou ça rapetisse l'image de manière à pouvoir voir de plus près la photo. Si j'utilise encore l'outil main et que je me promène dans la photo, on peut donc voir différentes portions de la photo lorsque on est en mode zoom. J'ai ici, je vais revenir à la taille normale, j'ai ici l'outil qui s'appelle correction des yeux rouges. Alors si vous avez fait des photos et qu'il y a des personnes qui ont les yeux rouges, vous pouvez utiliser cet outil-là. J'ai ici l'outil de suppression des défauts. Alors si vous avez des taches de saleté dans le capteur, et évidemment on les voit souvent dans le ciel bleu ou des endroits plus pâles, mais si vous avez des taches, vous pouvez utiliser cet outil-là pour pouvoir enlever les taches. Pour vous montrer vite fait comment ça peut fonctionner, si je vais voir ici, à cet endroit-ci, il y a une tache par terre. En supposant que ce serait un défaut que je voudrais faire disparaître, je peux utiliser l'outil ici en cliquant dessus, en amenant le cercle pour encercler complètement la tâche. Je peux augmenter la taille du cercle ici, c'est-à-dire si j'augmente la taille, vous voyez ici que c'est plus gros, je peux la rapetisser ici pour voir que c'est plus petit. OK, donc on peut choisir ou on peut cliquer ici puis augmenter la taille en pixels nous autres mêmes et cliquer sur la portion qu'on veut cacher. Alors vous voyez que Affinity, ce qu'il a fait, c'est qu'il est allé chercher une référence ici et cette portion-là a été recopiée à cet endroit-là pour pouvoir cacher le défaut. Si la sélection d'Affinity ne nous plaît pas, on peut cliquer et déplacer la portion qu'il utilise pour pouvoir faire la correction ou l'ajustement. Vous voyez aussi que lorsque on clique sur un outil ici, les paramètres de l'outil apparaissent ici en haut et que chaque outil différent amène des paramètres différents. Alors ici, c'est l'outil pour corriger des défauts. Comme je vous ai mentionné, vous avez juste à cliquer comme ici, il y a un autre défaut. Je clique dessus. Affinity trouve un endroit qu'il juge approprié pour trouver une source. Lui, il pense que c'est ça ici qui est le mieux, mais moi, je considère que c'est ailleurs qu'il devrait prendre la source. Donc, je vais aller chercher, exemple, cette source-là. Et normalement, je pense que c'est pas mal plus logique d'utiliser une autre portion. Voilà pour l'outil correction des suppression des défauts.
Vous pouvez donc utiliser ça partout, là où il y a des taches là, de capteurs. Et pour corriger de plus gros défauts, je vous invite plutôt à utiliser éventuellement la personnalité qu'on appelle photo persona, et on va le voir dans des chroniques subséquentes là, pour corriger de gros défauts. Il y a ici l'outil de superposition. Donc, c'est un outil qui nous permet de corriger des portions de l'image seulement. C'est-à-dire que au lieu de faire des correctifs qui s'appliquent à l'image en entier, on peut utiliser le pinceau pour dire je peins à l'endroit où je veux faire des modifications ou des corrections, mais localement. Alors, on verra ça en détail tantôt. L'outil ici qui s'appelle l'outil d'efface nous permet d'effacer ce on pourrait peindre avec l'outil pinceau. On a ici l'outil de dégradé de superposition qui nous permet d'appliquer des modifications, mais seulement qu'à une portion, mais en format dégradé. On va le voir plus loin. On a l'outil pour recadrer notre photo. Si je clique dessus, on voit qu'on peut utiliser la souris pour glisser et recadrer notre photo. Ceux qui ont utilisé Lightroom connaissent très bien comment fonctionne le système pour cropper, hein, on recadrer la photo. Et soit qu'on presse sur retour, return, enter pour pouvoir appliquer la modification, ou on fait juste quitter l'outil on peut changer d'outil, exemple l'outil main, et la modification est appliquée, mais comme on peut le voir, tant aussi longtemps qu'on n'a pas fini de développer notre photo, on peut recadrer à volonté. Si on veut aussi recadrer, exemple, une portion plus petite, on peut faire une rotation, c'est-à-dire vers, exemple ici, je recadre comme ceci. Vous voyez que je deviens à la verticale, horizontale, en utilisant le bouton rotation. Je peux aussi utiliser les autres outils ici qui sont mis à ma disposition pour recadrer. Exemple, je peux dire ici, exemple, je voudrais absolument que ma bâtisse soit parfaitement droite. Je peux dire utiliser redresser. On voit que l'outil devient comme un petit niveau avec une croix. Et je n'ai qu'à glisser une ligne verticale ici qui correspond, exemple, à côté vertical de ma bâtisse. Et le système applique automatiquement une rotation de ma photo pour la rendre correctement verticale la bâtisse. Et je peux recadrer évidemment pour éliminer les portions qui deviennent plus belles dans la photo. Voilà, je recadre, je pèse Enter et puis ma photo est maintenant droite. Alors ça, c'était pour l'outil recadré. Et le dernier outil, c'est ce qu'on appelle l'outil balance des blancs. Si on considère, mettons, qu'on voudrait comme utiliser une balance des blancs presque automatique, on peut trouver une portion où on considère que c'est du blanc, on le cible en mettant la souris dessus et on clique. À ce moment-là, le système essaie de faire une balance des blancs basée sur là où on a cliqué. Ça pourrait correspondre comme ne pas correspondre à la réalité. Le système essaie de faire de son mieux pour trouver une balance des blancs qui correspond. Alors, voilà les outils à gauche. Maintenant, on va aller voir les possibilités de développement ici à droite. Tous les paramètres de développement ou pour gérer les teintes, couleurs, contrastes, etc. se trouvent ici dans différents onglets. On a l'onglet basique, donc les réglages de base, les réglages d'objectif, obtenir plus de détails dans la photo, gérer les tons et finalement les superpositions qui se travaillent avec les outils pinceau, outils gomme ou efface si vous préférez, et l'outil de dégradé. Allons voir maintenant les possibilités de réglage ici dans l'onglet basique. Alors, évidemment, on a l'exposition, accentuer les détails, la balance des blancs, les tons foncés et clairs et les profils de sortie. Allons voir maintenant ici dans la section exposition. Dans Affinity, chaque section sur laquelle on veut travailler, on doit cocher la case. Comme vous pouvez voir ici, la case pour les tons foncés et les tons clairs n'est pas cochée. Si je veux travailler dans cette section, je dois cocher la case et à ce moment-là, on voit les possibilités de correction qu'on peut faire. Allons-y avec l'exposition. Bien évidemment, ça le dit, hein, c'est pour déterminer l'exposition de notre photo. Si elle n'est pas assez exposée ou si elle est surexposée, on peut travailler l'exposition. On peut travailler les points noirs
pour notre photo, et on l'ajuste selon nos besoins. Ici, la luminosité, c'est comme l'exposition, mais seulement pour les tons médiums. Ensuite de ça, accentuer les contrastes. Hein, on peut augmenter les contrastes de notre photo. On peut augmenter ou diminuer la clarté de notre photo. On peut ajuster en améliorant la saturation ou désaturant la photo, selon nos goûts. On peut changer la vibrance, toujours dans les tons moyens. C'est un peu comme la saturation, mais dans les tons moyens. On a vu ici la balance des blancs qu'on peut jouer avec. Ici, je l'ai décoché. Si je le recoche, ben, on voit la balance des blancs, comme on l'avait appliqué tantôt avec l'outil de balance des blancs. J'ai ici les tons foncés et les tons clairs, qu'on peut ajuster les curseurs pour pouvoir placer, pour voir les détails dans les tons clairs et les tons foncés. Ici, les tons clairs, je joue avec le paramètre pour pouvoir ajuster mes bleus de ciel, etc. Et le profil de sortie, ben, c'est une fonction avancée que je ne discuterai pas, mais essentiellement, si on connaît le profil dans lequel on va faire l'impression ou l'envoi de fichiers dans un profil bien précis, on peut le sélectionner. L'objectif ici, le système a détecté automatiquement le type d'objectif qui a été utilisé lors de la prise de photo et il a appliqué des correctifs en fonction de l'objectif qui est utilisé. Si je décoche cette option, on va voir que la photo change lorsque je coche et décoche. Ce sont des paramètres qui ont été automatiquement appliqués en fonction de l'objectif qui est utilisé. Évidemment, on peut aussi ajuster ces paramètres-là de manière manuelle si l'objectif n'est pas détecté. On a aussi un système automatique de réduction d'aberration chromatique. Donc, on peut le cocher ou le décocher. Et en fonction, si on détecte de l'aberration chromatique dans notre photo, bien, on peut demander au système de l'éliminer. Et exactement la même chose pour éliminer la frange. Et on peut même ajuster les paramètres pour éliminer ce qu'on appelle le fringing ou la frange. Ensuite de ça, toujours en fonction de l'objectif, on peut supprimer le vignettage que les objectifs provoquent automatiquement dans les coins. On voit ici que c'est plus foncé lorsque je le décoche. Et si je recoche l'option, on voit que ça change complètement les teintes dans les coins. C'est ce que fait là, le système pour supprimer le vignettage de l'objectif. Et on pourrait par contre ajouter du vignettage artificiel, on pourrait dire. Donc des fois, on veut ajouter une vignette, exemple, plus claire ou plus foncée, en fonction de ce qu'on veut là, comme effet. Des fois, on fait ça pour donner un aspect vieillot, comme si on avait une caméra ancienne et qui fait beaucoup de vignettage. Comme on peut le voir, j'exagère, mais on peut jouer avec le vignettage comme ça là, de notre photo. Alors, je vais retirer le vignettage. Ça, c'est du vignettage artificiel, tandis que celui-ci, c'est supprimer le vignettage de l'objectif. Maintenant, l'onglet Détails nous permet d'affiner les détails de notre photo. On va prendre en exemple ici les pierres qui sont en façade de l'édifice. Si j'augmente, exemple, ici le rayon et la quantité de détails qu'on veut obtenir, on va voir ici qu'on obtient beaucoup plus de détails dans notre façade de bâtisse en jouant avec ces paramètres-là. Par contre, évidemment, la quantité de détails qu'on augmente s'augmente partout dans la photo. Parfois, ça peut être voulu, ça peut être très bien, et parfois, par contre, ça donne des côtés artificiels à la photo. Je vais porter votre attention immédiatement vers le haut. On voit des icônes disponibles en haut. C'est plusieurs options qu'on peut utiliser lorsqu'on travaille dans le module. Ici, je vais porter votre attention sur, allez voir le avant et le après en mode scindé, c'est-à-dire qu'on peut voir les différences qu'il y a avec le après ou le avant. Le avant est à la droite et le après est à la gauche, c'est-à-dire qu'à droite, c'est l'original et à gauche, c'est la photo corrigée. Si on porte attention ici sur le détail dans la pierre versus le avant, on voit effectivement qu'il y a beaucoup plus de détails parce que j'ai rajouté l'affinage des détails dans le paramètre ici. Et c'est une bonne façon aussi de voir si, lorsqu'on applique des correctifs,
si ceux-ci sont, ça nous plaît ou pas par rapport à la version originale du fichier. Et je vais remonter ici, cliquer sur voir seulement que la photo actuelle, donc en train de corriger, mais je peux aller voir aussi en mode miroir, c'est-à-dire je vois exactement le avant qui est à droite et le après à gauche. Donc ça, c'est celui sur lequel je suis en train de travailler. Et ça, ici à droite, c'est la portion de la photo originale. Évidemment, si je me promène dans ma photo, ben, on voit que les deux côtés se déplacent en même temps et on voit le avant-après. OK? Bon. Finalement, ici, c'est pour la réduction de bruit. Si on a une photo qui a beaucoup de bruit numérique, de grains, on peut l'éliminer en utilisant cette option-là et en jouant avec les paramètres en fonction de la quantité de bruit qu'il y a dans la photo. Et en jouant avec les paramètres, on est en mesure de déterminer les meilleurs paramètres en fonction de la quantité de bruit numérique qu'on a. Dans certaines situations où on voudrait simuler une ancienne photo, exemple, on pourrait rajouter du bruit. Là, je vais faire exprès pour en mettre beaucoup. Là. C'est pour donner une idée là, de ce qu'on pourrait faire en rajoutant du bruit manuellement pour donner une espèce d'effet ancien, une ancienne photo, surtout quand on fait du noir et blanc ou des tons de sépia, exemple. Ben, on pourrait utiliser, exemple, du bruit numérique ajouté là, pour donner un effet vieille photo. Finalement, ici, on a l'onglet des tons. On peut jouer avec les tons de notre photo. On a les courbes avec lesquelles on peut travailler pour ajuster un peu le look final de notre photo. Donc, on peut utiliser les courbes pour corriger notre photo et donner un aspect, l'aspect qu'on désire avec nos courbes. Si on veut travailler en noir et blanc, on peut aussi y aller en noir et blanc. Alors, à ce moment-là, la photo devient en noir et blanc et on utilise les curseurs des différentes couleurs pour pouvoir donner différentes teintes de gris à chacune des couleurs pour donner l'effet qu'on désire. On peut, comme ici, je travaille avec les bleus, ben, je peux éclaircir le ciel ou l'assombrir énormément. Alors, en fonction des besoins ou de nos goûts, on joue avec les paramètres. Et une fois qu'on a exactement le look final qui nous intéresse, bon, ben, on peut dire que notre noir et blanc, c'est ça qu'on veut. Je vais enlever la gestion du noir et blanc et maintenant je vais aller plutôt dans la séparation des tons, ce qu'on appelle du split toning. C'est un paramètre avancé qui nous permet de jouer avec les tons clairs et les tons foncés et leur changer de teinte. Alors si je prends un exemple, mes tons clairs, je les mets exemple dans une espèce de teinte orangée et je sature mon ton clair. Voilà. Et les tons foncés, donc les ombrages, je les amène vers exemple du bleu et je sature mes bleus, voilà, comme ceci, et je peux jouer avec la balance entre les deux teintes, entre le bleu et l'orange, et je trouve le juste milieu qui me plaît. À ce moment-là, je peux lui donner des tonalités différentes à ma photo, et là, je viens de donner un look, ce qu'on appelle le orange and teal, qui est actuellement utilisé, c'est la folie actuellement dans les films ou cinéma, là, pour les teintes comme ça qui sont appliqués dans les blockbusters actuellement. Je vais éliminer ceci. Maintenant, on va aller voir vite fait les onglets qui sont en haut. On a ici notre histogramme qui nous représente la représentation en histogramme de notre photo. On a l'étendue que je ne montrerai pas trop à quoi ça sert parce que ce serait long à expliquer. L'emplacement, c'est si notre photo a été géotaguée. Certaines photos, certains appareils photo ont un GPS à l'intérieur, alors on pourrait voir où ça a été pris. Ensuite de ça, on a les métadonnées de notre photo. On le voit ici, toutes les métadonnées. On peut les voir plus d'informations qui sont toutes là. Ça, ce sont les métadonnées qui sont intégrées à la photo. Et finalement, on a l'onglet qu'on appelle mise au point, c'est-à-dire ça affiche les points qui ont été utilisés pour la mise au point de la photo. C'est un gadget qui peut être utile pour savoir, bon, ben OK, la mise au point a été faite à partir de cette section-là de notre capteur. Bon, voilà pour ceci. Maintenant, vite fait, je vais vous montrer un peu comment les correctifs peuvent être faits avec ce qu'on appelle le pinceau de superposition, la gomme de superposition, donc l'efface, et l'outil de dégradé de superposition, et c'est en lien avec l'onglet qui est à droite ici qu'on appelle les superpositions.
Alors, Affinity travaille toujours avec un calque, on pourrait dire, de superposition qui est le mètre, c'est-à-dire la photo. Donc, le mètre, c'est la photo. Et comme j'ai mentionné, on peut appliquer des correctifs vraiment très particuliers à des endroits particuliers sur la photo. Comme exemple, si je voulais donner un peu plus de clarté à la statue qui se trouve être ici à l'arrière, je pourrais très bien, à l'aide de la taille de mon pinceau ici, le rapetisser, là, comme ceci, et peindre en rouge la statue pour que celle-ci soit comme traitée différemment. C'est-à-dire que je vais lui appliquer un paramètre, je veux la rendre un peu plus claire. Je ne veux pas qu'elle soit trop foncée parce qu'on ne la voit pas au complet. Là, je vais faire ça très très rapidement. Je vais peindre la statue au complet et lui appliquer un paramètre pour l'exposition pour la rendre un peu plus claire partout. Bon, évidemment, comme je vous dis, je fais ça rapidement. OK? Je vais aller dans les paramètres ici d'exposition et je vais ajuster le son d'exposition. Et comme on peut voir, j'ajuste seulement que la portion qui a été peinte en rouge. OK? Alors, c'est un peu comme appliquer une correctif, mais à seulement une portion de la photo. Donc, vous pouvez le voir ici que la statue est beaucoup plus claire. J'ai fait exprès pour la mettre très claire. Mais on peut jouer avec ça, là, juste pour donner, mettons, la teinte la plus proche possible de ce que je voulais. Je vais vous donner encore un exemple en me rapprochant encore de la statue, en supposant que je trouve que j'ai mal fait mon travail et je voudrais éliminer des portions sur lesquelles j'ai travaillé. Je vais donc rapetisser ici l'outil. Je pourrais dire, OK, mais je ne voudrais pas que ça éclaire trop l'oreille ici qui était déjà trop claire. Je ne voudrais pas que ça mette trop de clarté ici. Je vais donc en enlever une portion. Ça ici, c'est trop clair. Je vais en enlever une portion, etc., etc. Je peux donc jouer avec les faces pour éliminer les portions qui sont trop éclairées. Bon, je fais évidemment encore ça très vite. C'est juste pour vous montrer qu'on peut travailler avec les outils différents pour affiner notre travail. Donc, on voit ici maintenant que je retravaille seulement avec les portions que je veux. Et pour finaliser les outils de travail là, de ce qu'on appelle les superpositions, on voit ici maintenant qu'on a le mètre et le pinceau que je viens de superposer. Si, admettons, je voudrais appliquer une correction, mais seulement sur le ciel, en dégradé, je pourrais prendre l'outil dégradé et en faisant un dégradé linéaire, je pourrais dégrader mon ciel comme ceci et appliquer, exemple, encore là, une espèce de... jouer avec les paramètres pour donner une espèce de ciel plus foncé vers le haut qui dégrade tranquillement vers le pâle pour donner comme si on avait fait, je ne sais pas, la photo avec un filtre gradué. Voilà. Et ça donnerait cet effet-là. Alors, vous voyez ici que ça s'applique seulement sur la portion que j'ai sélectionnée ici avec mon outil dégradé en mode superposition. Alors, c'est seulement que cette portion-là qui est affectée par les paramètres. Donc, je peux jouer avec tous les paramètres que je veux. C'est mon choix. Je pourrais désaturer complètement le ciel ou le saturer au maximum. Bon, admettons que c'est ça que je veux. Je pourrais jouer indéfiniment avec tous les paramètres, la luminosité, avec le point noir, avec tout, jusqu'à ce que ça me donne ce que je veux. Si, admettons, c'est ça que je veux comme résultat, bien, je vois ici que dans mes superpositions, on a le mètre, ça c'est la photo de base, le pinceau que j'ai appliqué ici sur la statue, et finalement, la superposition de dégradé que j'ai faite dans le ciel. Alors, ça fait le tour pas mal de tout le module de développement. Évidemment, c'était très rapide parce qu'il y a beaucoup de choses à voir, mais je vous invite à jouer indéfiniment avec vos photos. N'ayez pas peur. Le DNG ou le fichier RAW plutôt est toujours conservé. Lorsque je clique sur le bouton Développer, ce que je vais faire immédiatement, Affinity conserve le DNG tel quel, mais garde en mémoire la photo qu'on vient de développer. Et par la suite, une fois qu'on a développé la photo, je vous invite à faire Fichier, Enregistrer, et vous pouvez donner, exemple, le nom que vous voulez à votre fichier. Moi, je vais laisser chronique numéro 2. Et le système, lorsque je clique Enregistrer, va fabriquer exactement la même image, mais dans un format de fichier
complètement nouveau que je vais vous montrer ici, qui s'appelle chronique numéro 2.af photo, qui veut dire Affinity Photo. On a ici chronique numéro 2.dng qui se trouve être mon RAW. Et si je clique sur celui-ci, ça va être le même fichier, mais corrigé dans Affinity Photo. On va voir plus tard qu'on peut aussi, avec ce format de fichier-là, l'exporter dans différents formats, comme exemple JPEG, PNG, TIFF et autres. Alors, c'est tout pour la chronique numéro 2 et qui a trait au développement. Et dans une prochaine chronique, on va réutiliser la photo qu'on a faite en Affinity Photo pour pouvoir, à la suite, appliquer de nouvelles corrections. Alors, c'est tout pour cette chronique et à la prochaine.